Bonjour à tous, comme chaque dimanche, on se retrouve à 13h15 et à 19h pour nos documents et reportages sur l'actualité. Aujourd'hui, une nouvelle série consacrée à ces espèces menacées. Premier chapitre avec cette question, la vie serait-elle possible dans un monde sans abeilles? Question qui, vous allez le voir, préoccupe nos deux héros du jour. Franck, tout d'abord, il est apiculteur en Vendée et il s'inquiète d'un chiffre. En 15 ans en France, le taux de mortalité des colonies d'abeilles a atteint 30%. Autre personnage de notre enquête, Roch, il est biologiste et il parcourt le monde. Avec lui, nous sommes allés au Mexique et à Cuba, un des seuls pays de la planète où les abeilles sont préservées. Pourquoi ? Réponse en images avec ce document d'Emmanuel Chartoir, David Geoffrion et Fanny Martineau. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Adelante, bienvenido. Gracias. Bien. Buenos días. Adelante, Buenos días. bienvenido. C'est un privilège rare. Aujourd'hui, Roch et Stéphane, deux spécialistes français des abeilles, sont accueillis chez Don Isabel, un guérisseur traditionnel maya qui a accepté de leur ouvrir ses ruches sacrées. La agua que hice. Ça, c'est de l'eau avec de l'orange et du citron. C'est pour se laver les mains, pour se purifier, pour ne pas perturber l'énergie des abeilles, sinon elles tombent malades. Roch Domerego étudie les abeilles partout dans le monde. Ici, au cœur de la jungle mexicaine, il est venu voir l'abeille mélipone. Ah oui, elle est belle, hein? Elle est mieux. Oui, elle est belle. Et la reine, elle est là. Oui, la reine est là. Magnifique. La grosse dondon. C'est un univers que l'on découvre chaque fois. Et tu as vu cette construction, hein? On pourrait se croire dans un autre univers, tu sais, une autre galaxie. Ça, c'est l'abeille Melipona bichii, qui est l'abeille traditionnelle des Mayas. Ces abeilles-là sont très différentes des nôtres. D'abord, comme elles n'ont pas de dard, elles piquent pas. Elles ont les yeux bleus. Elles construisent comme des pyramides leur couvain. Et puis elles mettent autour leur stock de pollen et leur stock de miel. Quelle harmonie, c'est un monde féminin. C'est peut-être pour ça que ça fonctionne bien. Vous êtes quoi? Vous êtes ethnologue des abeilles? Moi, à la base, je suis apithérapeute et donc je regarde l'utilisation des produits de la ruche ou des abeilles en général à des fins thérapeutiques en santé humaine. Et ce monsieur qui est là est un apithérapeute aussi, maya, et qui utilise les produits des abeilles sacrées maya, des méliponas, pour aider la population maya. Je parcours le monde pour voir les abeilles et les observer, les découvrir. Et à chaque fois, il y a cette notion spirituelle? Oui, dans tous les peuples. Il n'y a aucun peuple sur la planète qui a déclaré l'abeille mauvaise. C'est toujours bon et lié à la notion de la vie ou du divin en général. Et chez les Mayas, c'est porté au sommet parce que c'est la relation avec le Dieu le plus haut, le Dieu de la vie. Respectées par tous les peuples, les abeilles ne se portent pourtant pas très bien de nos jours. Elles n'échappent pas à la grande extinction dont parlent les scientifiques. Comme les mammifères, les insectes disparaissent à une vitesse inquiétante.
Si les Mayas ont toujours leurs abeilles, c'est en grande partie grâce à l'ami de Roch, Stéphane Palmieri, un apiculteur français installé au Mexique. Il est toujours le bienvenu dans les familles. Les villageois le surnomment Señor Abejas, Monsieur Abeille. Voilà. Al rato. Temporada nada más, temporada, el mes de... En total, ¿cuántas colmenas tienes? Más, como 40. 40. Aparte de eso. Sí, más las trigonas. Quand il est arrivé au Mexique, les mélipones avaient presque disparu à cause de la déforestation. Stéphane a créé une fondation pour reconstituer les cheptels et sauver l'espèce. Mais Don Cosme élève aussi d'autres abeilles, encore plus rares. C'est elle que Roch est venu découvrir. Incroyable. Et, tu vois le niveau du miel même. Ils sont transparents. Ouais, c'est transparent. C'est hallucinant. Ça, ce sont des nanotrigones et le maître des abeilles que nous avons là arrive à les mettre en boîte comme ça, alors que dans la nature, elles sont dans les troncs d'arbres, quoi. Et on les voit jamais. On découvre, mais c'est difficile de savoir beaucoup de choses sur leur vie et leur mode de vie. Hein. Tu connais, toi? Non. Sur les 20 000 espèces d'abeilles qui existent au jour d'aujourd'hui dans le monde, il y a encore des tas de choses qu'on ne connaît pas. Et on sait que chaque espèce est adaptée à un certain type de plante. C'est-à-dire, si cette petite abeille, qui paraît insignifiante, disparaissait, eh ben, on aurait certaines plantes qui ne pourraient pas se reproduire. Donc même si elle est petite, même si elle n'a pas une valeur pour nous les humains en termes de pouvoir récolter du miel ou quelque chose comme ça, elle a une valeur dans l'écosystème qui est très importante par rapport à la biodiversité. Valeur écologique et peut-être aussi valeur médicale. Doucement. Car ces abeilles rares produisent des substances rares. Et son propolio rojo est spécial. Est spécial. Ça, c'est de la propolis pure de cette espèce d'abeille. Et on est en train de prendre pour pouvoir faire une analyse dans un laboratoire pour voir les propriétés qu'aurait cette propolis en particulier. Chez toutes les abeilles, la propolis, c'est le médicament de la ruche. C'est antibactérien, c'est antiviral, c'est antifongique. Mais ici, cette propolis-là, je pense qu'elle n'a jamais été étudiée, jamais analysée. Et on va regarder s'il y a entre autres des polyphénols spécifiques qui vont justement être peut-être très actifs pour lutter contre certaines pathologies. Muchísimas gracias, señor. Me encanta, me encanta. Allez, viens vite, viens. Quand il n'est pas quelque part au fond d'une jungle, Allez, viens. Roch vit dans le petit village de son enfance, dans les Alpes de Haute-Provence. Nous sommes dans un des endroits les plus grands déserts humains de France. C'est tout le parc des gorges du Verdon, qui suit très bien. Surtout quand on parcourt le monde très souvent. Voilà, c'est un moment de ressourcement. Allez, viens mon petit père. Viens mon Goliath. Voilà. Bonjour Camille. Bonjour, ça va? Ouais. Allez, au boulot. Dans ce site préservé, Roch élève ses propres abeilles. Son rucher est consacré à l'abeille noire. Autrefois présente dans toutes les régions de France, elle a été peu à peu abandonnée au profit d'espèces plus productives en miel.
Salut les filles. Ça, c'est une belle petite noire. Hein. Ça, c'est l'abeille de chez nous. Ah, ça, c'est l'abeille de Provence, ouais. Ouais, la fille, je suis d'accord avec toi. Je te fais pas de cadeau. Roch ne récolte pas le miel de ses ruches. Regardez ça. Elles sont belles, hein. Son but est tout autre. Reproduire cette abeille native. Il y a 1 ou 2 essaimages qui se produisent à partir de cette ruche, qui vont aller trouver un arbre, des ruines, pour se réinstaller et recréer une colonie, pour faire en sorte qu'il y ait de nouveau des abeilles sauvages dans la nature. Parce qu'il n'y a plus d'abeilles sauvages dans la nature ? Il y en a vraiment de moins en moins. L'hécatombe a commencé dans les années 70, avec l'apparition de ce parasite. Là, il y a un varroa, 2 varrois. Arrivé en France avec des abeilles importées de Java. C'est un acarien donc, qui vit sur le dos de l'abeille et qui se reproduit dans le couvain, qui a tué en 15 ans ou en 10 ans 50% des colonies de l'Europe, quoi. Puis après, il y a eu la vague des pesticides et qui sont arrivés et qui ont tout bousillé aussi, tout détruit, quoi. Et les essaims, que ce soit à l'état naturel ou dans les ruchers, sont morts d'une manière incroyable. Ah, il y en a une qui avait du pollen, là. Ah, elle re-rentre du pollen, ça veut dire que la reine a recommencé à pondre. Pendant que Roch repeuple les montagnes d'abeilles sauvages, à l'autre bout du pays, Franck Alétru s'emploie à repeupler les ruches des apiculteurs. En plus de produire du miel, il élève des reines et des essaims qu'il expédie dans toute la France. Et voilà la reine. Voilà, là, la reine de l'année, je viens de la marquer à la couleur du code international du marquage des reines. Il y a 5 couleurs, parce que la durée de vie maximum d'une reine, c'est 5 ans. Son métier d'éleveur de reines a permis à Franck d'être aux premières loges pour observer le déclin des abeilles. Quand les problèmes des pesticides à la fin des années 90 est apparu, toutes les années 2000 ont vu une croissance importante chaque année de la demande d'essaims pour reconstituer les pertes de cheptel dues aux pesticides. Donc, au début, c'était quelques centaines d'essaims que je vendais par an pour aujourd'hui plusieurs milliers. À chaque fois, je me dis, je vends des abeilles, je vends des essaims qui peut-être, hélas, vont être détruites dans l'année par des pesticides. Donc ça fait toujours de la peine. Mais le collègue, il a besoin, lui, de reconstituer son cheptel. Franck a eu le coup de foudre pour les abeilles à l'âge de 16 ans. Je la vois, la déventileuse. Elles battent des ailes et elles ouvrent l'extrémité de leur abdomen et on voit une petite glande qui émet une odeur spécifique de la colonie. Toutes celles qui n'arrivent pas à rentrer à cause de nous, elles leur disent « c'est là qu'on habite, venez ». Elles se vérifient aussi, est-ce qu'elles sont de la même maison, de la même famille ? On ne se lasse pas de les regarder. Il y a vraiment des ondes qui passent quand on aime les abeilles, quand on est fasciné par leur organisation. C'est vraiment un spectacle magique. C'est la vie, quoi. C'est vraiment de toute beauté. Si c'était à refaire, je crois que même avec tous les problèmes et les déboires qu'on a pu avoir, avec ces problèmes d'insecticides tout particulièrement, ben je recommencerais. Les déboires des apiculteurs durent depuis 20 ans. À la fin des années 90, ils sont des milliers dans toute la France à constater la mort brutale de leur colonie. Bon alors elle tourne en rond, elle tremblote, et toutes les butineuses, bon il n'y a plus aucune activité, il n'y a plus rien, bon tout le monde est mort. À l'époque, Franck fait partie des premiers lanceurs d'alerte. Pour lui, ça ne fait aucun doute. Ces mortalités sont dues aux nouveaux insecticides mis sur le marché, les néonicotinoïdes.
commercialisés sous la marque Gaucho, Cruiser ou Régent. Des ruches qui sont sorties des forêts de châtaigniers parfaitement saines et qui ont produit tout à fait normalement, eh bien ces ruches-là vont perdre au bout de 4-5 jours de butinage sur les tournesols traités à peu près le tiers de leur population, toutes leurs butineuses. Franck prend la tête de la contestation. Après plusieurs années de lutte, les apiculteurs parviennent à faire interdire les néonicotinoïdes sur les cultures à fleurs. Mais ils restent autorisés sur les autres cultures. Comme tous ses confrères, Franck a vu sa production de miel chuter drastiquement. Aujourd'hui, la production moyenne en France est de 20 kg par an et par ruche, contre 80 avant l'arrivée des néonicotinoïdes. C'est les difficultés de la compta qui vous ont motivé pour devenir militant ? Là, j'avais pas le choix, j'avais le couteau sous la gorge. Soit je déposais les armes, je fermais l'entreprise, soit au contraire, on essayait de dénoncer le coupable. Pour moi, il n'y avait pas d'autre choix que de m'engager. Plusieurs titres. D'abord pour la sauvegarde de l'humanité. 1/3 de notre alimentation dépend directement de la pollinisation des abeilles et 82% de la flore sur la planète dépend de la pollinisation des insectes. Donc quand l'abeille va mal, l'homme va mal, inévitablement. Et les abeilles, c'était le message qu'elles nous disaient. Et nous, les apiculteurs, on n'avait pas d'autre choix que de le dire, que de le relayer, pour sauver nos entreprises, bien sûr, et notre métier, le métier qu'on aime, nourrir nos familles, mais surtout dire « attention, on va droit dans le mur ». On continuait de distribuer ces produits en sachant qu'on semait la mort dans les champs, une mort des insectes et une mort inévitable à un moment donné de l'homme. Donc ça, il fallait absolument qu'on le dénonce. Franck est aujourd'hui président d'un des principaux syndicats d'apiculteurs. Régulièrement, il quitte la Vendée pour aller rencontrer des confrères en détresse, un peu partout en France. Car les abeilles continuent de mourir. Aujourd'hui, il se rend dans le Gers, où une intoxication a été déclarée. Bonjour Nicolas. Salut Franck. Tu vas bien? Ouais. Bon, ça fait plaisir de se revoir, ça fait un petit moment, mais bon, oui, le contexte n'est pas joyeux Non, encore cette année. Hein. Ben, je vais te montrer les photos. Ok. Et salut. Comment vas-tu Jean-Pierre? Ça va bien, merci. Mieux que les abeilles. Bah oui, c'est un peu décourageant à force. Hein. Il y a quelques semaines, Jean-Pierre Buffo et son fils Nicolas ont eu une très mauvaise surprise. Là, on a une intoxication aiguë, vraiment massive. Ça, c'est de près, quoi. Oui, oui. Mais on a fait des prélèvements avec des abeilles encore vivantes. Elles étaient sur le dos en train de remuer les pattes, de finir, quoi. Ça représente combien d'abeilles, ça ? Bon, là, il doit y en avoir 1 ou 2 kilos, quoi. Ça fait entre 10 000 et 20 000 abeilles, quoi. C'est les butineuses qui reviennent et qui finissent devant la ruche, quoi. Ouais. Vous avez pu mener une enquête sur d'où ça pouvait venir, quelle était la culture incriminée ou... Les blés traités Gaucho, il y en a encore. Tu as les melons, ils sont traités avec un produit qui s'appelle Calypso. C'est la famille des néonicotinoïdes aussi. Tu as des traitements sur les maïs semences. Tu as des colzas. C'est plus où il faut aller à force. Sur une exploitation de 800 ruches, on perd 300 colonies par an, quoi. C'est la moyenne. Une bonne année, entre guillemets, ça va être 200. Une mauvaise, ça peut monter à 400, voire plus. Nous, entre la baisse du prix du miel de 32% en 3 ans et le cheptel qu'on doit reconstituer chaque année, c'est édifiant, quoi. On se demande pourquoi on travaille, si ce n'est parce qu'on est passionné par les abeilles. Mais autrement, on travaille 1 an sur 3 pour rien, quasiment. Donc sur une vie de travail, ben, ça fait pratiquement 12-13 ans où vous avez travaillé pour rien du tout, pour des pots de chagrin. Alors ça va pas, quoi. Tous les ans, Jean-Pierre et Nicolas doivent se faire livrer de nouvelles reines. À force de pondre pour remplacer les abeilles mortes, les reines s'épuisent en 1 an, au lieu de vivre 4 ou 5 ans comme avant.
Donc là, vous en recevez combien là? 50. 50, ça va compenser une partie de la perte, quoi, une petite partie. Une petite partie, oui. Apparemment, elles ont l'air bonnes. Voilà, la reine avec le point jaune. On les entend qui chantent. Pour bien faire, il faut changer au moins 50% du cheptel tous les ans. Et l'idéal, ce serait de le généraliser, mais bon, là, c'est plus compliqué. Et puis, ça a un coût quand même assez important. Parce que là, le carton, il vaut presque 1 000 €, quoi. Donc, voilà, je vais les mettre. Allez, vas-y, mollo. Ça marche pas. Ah, il est asthmatique le tien. Hein. Le tien, on dirait une locomotive de 1950. C'est le jour de la récolte dans le rucher touché par l'intoxication. On peut faire ces deux-là, si tu veux, JP. On voit que c'est de l'abeille douce. Ça, papa. Hop, c'est bon. Là, à vue d'œil, vous allez faire une bonne récolte? Non, là, franchement, on peut regarder. Là, il y a la récolte de ruche. La deuxième hausse, voilà, quoi. Il n'y a rien, quoi. Voilà, ouais. Et c'est tout ce qu'il y a dans la hausse. Bon, ça, c'est quasiment vide, quoi. Je vais faire un contrôle. Jean-Pierre et Nicolas en profitent pour vérifier l'état de santé de leurs essaims. Le couvain, il n'est pas suffisamment compact. Malgré la présence de nombreuses abeilles, les colonies ne vont pas très bien. Là, le couvain, il n'est pas joli. Il est tout éparpillé, mosaïqué. Et ça, en général, c'est les insecticides. Hein. Normalement, ça devrait être tout comme ça, compact. Et quand il y a un trou, ça veut dire qu'elle est morte avant même de naître. De toute façon, ils ne vont pas passer l'hiver, quoi. Moins de population, ça veut dire moins de chaleur dans la ruche. Et donc le peu qui reste, on va les retrouver très probablement au printemps, une petite grappe comme ça, morte. Voilà, la ruche sera morte. Je te fais une pile de combien, Nico, là, pour que ça t'arrange? Quand vous dites aux agriculteurs qu'on ne met pas trop de pesticides parce que ça tue les abeilles, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Il y a un peu de tout. Il y a des gens qui comprennent et il y en a qui jouent pas le jeu, quoi. Puis il y en a qui s'en foutent carrément, quoi. Donc il y a ça aussi. Ça nous est arrivé il y a 2 ans. Oui, il a fallu partir comme des malpropres. Un jeune qui avait 27 ou 28 ans. Si t'es pas content, tu charges tes ruches, tu t'en vas et puis je mettrai un autre apiculteur à ta place. Oui, Nous, on n'est pas là pour nuire à qui que ce soit, mais on aimerait quand même pouvoir vivre notre métier et surtout que, bon, on nuit à personne, quoi. Je veux dire, voilà. Si les intoxications massives sont impressionnantes, elles ne sont pas les plus fréquentes. Le plus souvent, les abeilles meurent loin de leur ruche. Les butineuses s'en vont et ne reviennent jamais. Pas de cadavre, pas d'analyse, pas de crime. Michael Henry a acquis une renommée internationale il y a 5 ans pour avoir fait la lumière sur ces mystérieuses disparitions d'abeilles. On a une bonne partie des abeilles de France. 600 espèces répertoriées dans cette collection, et sachant qu'il existe 1 millier d'espèces en France. Ça va des plus grosses abeilles comme celle-ci, qui est l'abeille charpentière, jusqu'à des toutes petites abeilles qui ne font que quelques millimètres. Dans la plupart des territoires occupés par l'homme, il y a un déclin de ces abeilles observé depuis les années 80 environ. Dans ce centre de l'INRA, près d'Avignon, ce jeune scientifique fait partie d'une équipe de 50 chercheurs qui travaillent sur toutes les causes de la mort des abeilles. Virus, maladies diverses,
parasites comme le varroa et pesticides. Celle-là, elle a tout bu au fur et à mesure, c'était parfait. Michael et ses collègues ont mis à profit les nouvelles technologies. Donc l'abeille, dès sa première sortie, sera enregistrée et on va la suivre toute sa vie jusqu'au dernier signal qu'on assimile au non-retour et à la mort de l'abeille. Ces petites puces ont permis de comprendre pourquoi les abeilles s'égarent. Ces substances sont des neurotoxiques puissants qui vont générer une perturbation en quelque sorte de leur boussole interne, c'est-à-dire leur faculté à s'orienter et retrouver le chemin de leur ruche. Ces troubles comportementaux peuvent générer une mortalité, mais indirecte, due à une désorientation de ces abeilles. 5 ans après l'étude de Michael, ces troubles comportementaux ne sont toujours pas pris en compte avant la mise sur le marché des pesticides. Dans le bâtiment d'à côté, Franck a rendez-vous avec un autre chercheur. Ah, bonjour Franck. Monsieur le directeur, bonjour. Comment vas-tu? C'est fini, je suis le directeur. Non, enfin... Le professeur Luc Belzins a été l'un des tout premiers scientifiques français à travailler sur les effets des pesticides sur les abeilles. Bonjour. Ben voilà, Bonjour. Franck et lui se connaissent depuis 20 ans. on a une étude en cours justement, tu vas voir. On peut voir des effets quand même tout à fait sympathiques pour le toxicologue, mais moins sympathiques pour les abeilles. Et pour les abeilles, oui. Voilà. Tu vois, là, c'est l'étude sur les fameux effets cocktails. D'accord. On associe à la fois un insecticide, un herbicide et un fongicide, mais à différents niveaux de doses. C'est-à-dire qu'il y a des doses qui correspondent à ce que les abeilles vont rencontrer dans l'environnement, mais aussi à des doses beaucoup plus basses. On va le voir ici, peut-être dans celle-ci. Ouais, qui chute, ça chute. Voilà, tu vois, ça chute beaucoup. Oui. Elles ne tiennent pas du tout le cadre, comme on dit. C'est un comportement inhabituel et qui est souvent lié à une neurotoxicité. D'ailleurs, on voit bien, ça tombe comme s'il pleuvait. Là, on voit que vraiment, elles vont très mal. Je pense que demain, ici, on va avoir une dizaine d'abeilles mortes. Voilà, ici. On s'est aperçu qu'un pesticide qui ne tuait pas les abeilles associé à un autre pesticide ou s'il y a une dose qui ne tuait pas les abeilles, quand on les associait, pouvait donner un cocktail explosif. C'est-à-dire de l'ordre de 90% de mortalité en moins de 24 heures. C'est énorme. En gros, de l'eau de rose mélangée à de l'eau de fleur d'oranger et qui va vous donner du cyanure, par exemple. Voilà. Et ça, c'est totalement imprévisible. 0 plus 0 qui va vous donner une grande toxicité. Est-ce qu'on devrait être inquiet pour les abeilles? Alors, on devrait être inquiet pour les abeilles, oui. Ce qui est inquiétant, c'est que si l'abeille décline, on va avoir de l'autre côté la biodiversité végétale qui va décliner. Mais si cette biodiversité décline, en retour, la biodiversité au niveau des abeilles va décliner. Et ainsi, on va avoir des effets comme ça, ping-pong, où petit à petit, tout va s'affaiblir de façon réciproque. On peut se dire que le phénomène va être progressif, c'est-à-dire tout le monde va se décliner lentement. Si ça décline comme ça, on pourra toujours tirer la sonnette d'alarme à temps et se dire il faut qu'on se ressaisisse et qu'on change nos pratiques. Mais le problème, c'est s'il y a un effet de seuil. Le système va s'effondrer. Et là, ça sera irréversible. Et ça, c'est à craindre, l'effondrement. L'effondrement réciproque. Celle-là, elle ne bouge plus, quasiment. Si elles ont des comportements différents. Elle est en train de mourir, elle se vide. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Elle s'est vidée, là. Ouais. Ouais. La pauvre, elle essaie de se nettoyer un tout petit peu. Mais là, elle est en phase terminale. Là. Il y a un mouvement réflexe sur les pattes arrière. On a pour quelques minutes. Dans le monde, rares sont les endroits où les abeilles vont bien. Cuba en fait partie. Roch, l'apithérapeute, s'y rend très fréquemment pour ses recherches depuis plus de 20 ans. Roch doit retrouver deux vieux amis, deux protecteurs des abeilles à Cuba. Adolfo Pérez, le directeur de la recherche apicole cubaine, et Guillermo Prado, médecin et apithérapeute lui aussi.
Un bon mojito, hein? Si, comme d'habitude. Comme d'habitude, hein? Il faut arriver à Cuba, non? C'est ça. Ça fait longtemps, hein? Tu vois, un moteur écologique. Cuba est devenu un des paradis pour l'abeille, et tout ça, c'est principalement dû à l'absence de chimie. Là, il n'y a pas un hectare d'agriculture qui a reçu des produits chimiques, et c'est extraordinaire de retrouver des terres qui sont vivantes. Il y a du ver de terre, il y a une vie, on le sent, quoi. Cuba est devenue bio, un peu sans le vouloir au départ. Car l'île a elle aussi connu l'agriculture intensive. Pendant la guerre froide, c'est l'URSS qui lui fournit tracteurs, engrais et pesticides. L'URSS qui envoie ses ingénieurs agronomes former les paysans cubains. 300 técnicos soviéticos les reemplazaban en nuestros campos, transmitiendo sus conocimientos de hermano a hermano, como solo es posible entre hombres que preparan la sociedad del futuro. Mais à la chute de l'Union soviétique, Cuba se retrouve à court de tout. De produits phytosanitaires en particulier. L'île n'a alors pas d'autre choix que de se tourner vers une agriculture bio. Voilà, je crois que c'est lui. C'est lui, non? Oui. 25 ans sans pesticides plus tard, Reynold est un apiculteur comblé. Hola, Reynold, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Rox Domerego, un amigo de Francia. Ça, c'est sa maison. Faite sur les travaux des abeilles. Gracias a las abejas, dice. Gracias a las abejas. Todo por las abejas. On va aller les voir, les abeilles. Hein. Vamos a ir a verlas, hein? Aujourd'hui, Cuba n'utilise les pesticides que sur les grandes plantations de tabac. Dans le reste de l'île, les abeilles sont parmi les plus heureuses du monde. Oui, oui, tiens, regarde, ça c'est encore une. Oh, mais il y en a plein là. Là, c'est une apis, ça. Regarde, regarde, regarde. Tiens les pollens también. Melipona. Ça c'est melipona. Si, si, une melipona. Indicateur de qualité ambientale. Indicateur de qualité ambientale, d'écosystème, de qualité de l'écosystème, absolument. Les agriculteurs se plaignent car ils n'ont pas de produits phytosanitaires. Si. Mais pour nous, les apiculteurs, c'est un bénéfice. C'est un bénéfice terrible. Hein. Silicol. Oui. Rouge. Rouge. Ou de fer. Tu te rends compte, pour les abeilles ici, c'est... C'est la regarde. folie, hein? Ouais, regarde ça, c'est extraordinaire. C'est la pleine période de récolte. Ça, c'est des ruches qui ont été récoltées il y a 15 jours à peu près. Il est plein de miel. Il est plein de miel. Regarde-moi ça. Ça coule comme c'est pas possible. Tous les 20-25 jours, ils récoltent 25 kilos par ruche. On est dans une production merveilleuse, mais au fond, on est dans la même production qu'il y a 40 ans en Europe. Hein. C'est pas du tout quelque chose de si exceptionnel que ça dans le passé. Mais aujourd'hui, c'est devenu dans le monde exceptionnel. Reynold produit 112 kilos de miel par ruche et par an, 5 fois plus que la moyenne française. Sa production est exportée, comme la quasi-totalité du miel produit dans l'île. Et avec ça, combien il gagne? Quanto gana? Más de 300 000 pesos. Plus de 300 000 pesos. Plus de 300 000 pesos cubains. Autour de ça, oui. Ça fait 20 000 $. Mais en fait, tu veux que je te dise, il gagne plus qu'un apiculteur français qui aurait 200 ruches. Que tu ganas más qu'un apiculteur français con 200 colmenas. C'est incroyable. À Cuba, les apiculteurs sont également venus à bout du varroa. Ce parasite, qui décime les ruches européennes, a été quasiment éradiqué ici, par une méthode étonnante mise en place par Adolfo, ne plus traiter les abeilles.
Vous pensez que c'est mieux de ne pas soigner? Parce que les abeilles connaissent comment se soigner elles-mêmes. Parce qu'elles ont vécu millions d'années, peut-être 100 millions d'années avant l'homme. Nous avons inventé tous les chimies qu'il y a 60-70 années. Avant ça, qui a traité les abeilles? Personne. Et les abeilles ont résisté. On peut sélectionner les souches qui sont épouilleuses, c'est-à-dire qu'elles luttent contre le varroa naturellement, et en sélectionnant ces souches, on arrive à les démultiplier et à faire qu'après, il y a des ruchers qui résistent beaucoup mieux au varroa, alors que si tu on mets des traite... médicaments, tu reproduis les individus sensibles. Exactement. C'est une sélection négative, Voilà. pas une sélection positive. Tu sélectionnes à l'Europe les abeilles qui dépendent des médicaments, pas les abeilles qui n'ont pas besoin de médicaments. Ça, c'est la différence. On a une mauvaise logique, selon vous? Selon moi, je suis seul. Et une fleur ne fait pas le printemps. Hein. Ces travailleuses en pleine forme sont aujourd'hui devenues un atout économique pour Cuba. Tiens, Fernando est là. Aujourd'hui, Roch vient faire du business. Hi, Fernando. Good morning. How are you? Nice to see you again. Nice to see you. Yeah, that's good. Fernando Funes, ingénieur agronome, diplômé en Hollande, a créé cette ferme il y a 6 ans. Ici, les cultures sont menées selon les principes de la permaculture. Entre autres, utiliser les complémentarités entre les végétaux et les insectes pour obtenir une meilleure production. Quand tu travailles au milieu de la beauté, alors tu travailles mieux. That's nice, absolutely. Les abeilles ont évidemment leur rôle. Et Fernando veille à ce qu'elles soient heureuses. All your farm is organic. The farm is organic. Oui, c'est bio. We- Et nous suivons le concept de l'agroécologie. We have the agroecological concept. The idea is to close the On essaie d'être autosuffisant en eau, nutriments et énergie. It's been quite difficult technologically. C'est difficile techniquement, mais on est parvenu à le pérenniser. Sustainability in the system. According to their own Roch est en mission pour un laboratoire français spécialisé dans les médicaments à base de produits de la ruche. Today is very windy. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. Elles sont un peu perturbées. Don't feel comfortable today. Il s'intéresse au pollen que les abeilles de Fernando récoltent dans les palmiers royaux et qui semble avoir des propriétés médicinales intéressantes. Okay, let's check the pollen here. Oh, very nice one, very fresh one, of course. And good quality. Fantastic. We will have the very good opportunity to make medicine with that, not just foods, but real medicine with that. You did a very good job, very good job. Le pollen comme ça est un pollen qui est d'abord riche en protéines. Ça a autant de protéines qu'un steak de bœuf. Et puis il y a beaucoup d'éléments en plus dans le pollen, et en particulier des bactéries, des bonnes bactéries pour reconstituer notre flore intestinale. En ce moment, les laboratoires travaillent de plus en plus sur les produits de la ruche. Oui, de plus en plus. Je dirais même qu'il y a une concurrence qui est en train de naître tellement il y a d'études scientifiques qui ont montré les qualités des produits de la ruche. Et donc, dans le monde, il y a de plus en plus de laboratoires qui s'intéressent aux produits apicoles. Ça peut être un gros marché. C'est un marché énorme. C'est plus d'1 milliard de dollars, par exemple, rien que sur le Japon. Donc oui, c'est un marché énorme. Et des pays sont en avance. Cuba est en avance de par ses choix spécifiques vers une agriculture en harmonie avec la nature. Very nice. Half a kilo in some hours. That's fantastic.
Bon, on va tester l'humidité. Bon dia. Adolfo dirige le laboratoire de recherche apicole de La Havane. Está bueno, ¿eh? Buonissimo. Pendant que les chercheurs français étudient les causes de la mort des abeilles, son équipe travaille à découvrir de nouveaux médicaments. Par exemple, il travaille sur la propolis. Et les autres collègues d'ici, ils testent la capacité antibiotique du miel. Ça, c'est un merveilleux cicatrisant et un produit anti-infectieux qui va permettre d'assainir les plaies. C'est ce qu'on appelle l'effet détersif du miel, mais aussi antiseptique. Ça nettoie les plaies et ça fait pousser les nouveaux tissus sur les blessures. Pour les grands brûlés, par exemple, pour les plaies surinfectées, c'est très cicatrisant. Ça, c'est de l'extrait mou de propolis, c'est-à-dire c'est vraiment le concentré de matière active de la propolis. Ça, c'est un gros antibiotique. C'est bon contre les bactéries, les champignons et les virus. Et en plus, à l'opposé des antibiotiques, ça travaille avec le système immunitaire. Les antibiotiques qui sont immunodépressifs, c'est-à-dire qui atténuent la puissance de notre système immunitaire, ça, au contraire, ça va travailler avec. Mais ça fait que 20 ans qu'on a l'idée de... Non, pas du tout. Déjà, Hippocrate parlait de la cire noire. Et Napoléon demandait à ses troufions, à ses grognards, d'avoir des boulettes de propolis pour se soigner. Non, c'est pas nouveau. La seule chose, c'est que depuis une trentaine d'années maintenant, on regarde les composants et on comprend pourquoi il y a cette activité de par les composants qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est une raison de plus pour essayer de moins tuer nos abeilles ? C'est une raison de plus, non pas pour essayer de moins les tuer, mais de ne plus les tuer du tout et de les protéger. Oui, absolument. Parce qu'elles sont capables d'identifier les substances actives antibiotiques dans la nature. Nous avons cette capacité. Qu'est-ce qu'on apprend? Que le déclin des insectes atteindrait 80% en 30 ans, un chiffre incroyable. Et puis, la cerise sur le gâteau, on recommence comme il y a 20 ans. On nous réautorise un néonicotinoïde, alors que dans la loi de reconquête de la biodiversité, toute la famille des néonicotinoïdes doit disparaître fin 2018. Et là, non, on nous en remet un. On passe par la porte de service, on passe dans le dos des apiculteurs, on se moque du monde. Donc là, c'est un vrai scandale. On est certain aujourd'hui qu'il y a une pression des lobbies qui passe par-dessus les souhaits de la société civile. Et ça, c'est inadmissible. Après 20 ans de combat, Franck n'a pas renoncé à convaincre les décideurs politiques. Ce jour-là, c'est au Parlement européen qu'il va porter la parole des apiculteurs auprès de quelques députés, espérant semer une petite graine dans leur esprit. La perte de 80% des insectes en l'espace de 30 ans sur l'Europe est un signal fort. On ne peut pas rester insensible. Parfois, il est utile de lutter. Suite à la polémique sur les 2 nouveaux néonicotinoïdes, ils ont été provisoirement interdits, en attendant de plus amples études. Pendant ce temps, certains anticipent déjà la possible extinction des pollinisateurs. Colony collapse disorder, we still don't know what's behind it. The bees themselves were virtually extinct, so what our ADIs do is effectively stand in for them. On est encore loin du monde décrit dans cette série futuriste, peuplée d'abeilles électroniques. Mais déjà, les premiers prototypes de mini-drones pollinisateurs sont à l'étude, aux États-Unis ou au Japon.
Un marché potentiel estimé à 150 milliards de dollars par an. C'est le montant des services rendus gratuitement par les abeilles à l'humanité.